de l'archéologie. Et finalement, tout ça, c'est plus ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est plus une introduction à l'archéologie. Et nous allons voir cet après-midi, ce soir plus exactement, finalement ce qu'on appelle la méthode israélienne. Je ne sais plus comment on peut dire ça en français. Enfin, disons, ce sont les Israéliens qui ont perfectionné la méthode de Miskelion. On a vu que la méthode de Miskelion était basée essentiellement sur l'étude des poteries, grâce auxquelles on arrivait à dater les différentes couches, les strates superposées, n'est-ce pas? Et bon, les Israéliens s'étaient rendus compte assez vite, après 1948, quand ils ont commencé à, si j'ose dire, voler de leurs propres ailes sur le plan archéologique, que cette méthode avait un certain nombre de limites. On a vu la dernière fois qu'une des limites de cette méthode était notamment le fait que parfois des tessons de poterie pouvaient être réemployés à d'autres époques. C'est-à-dire, par exemple, je prends un cas, vous trouvez dans les remblais de l'époque hérodienne à Tour de David, à Jérusalem, vous trouvez des poteries qui sont plus anciennes parce que tout simplement on a creusé. Et finalement, pour remblayer les fondations, on a utilisé des choses qui sont présentes. Donc, vous pouvez faire une faute, vous dites, tiens, je trouve ici un tesson qui date du bronze moyen, donc cette couche appartient au bronze moyen. Pas de chance, non, c'est hérodien. Vous faites une petite erreur de 1000 ans, plus que ça, presque 1500 ans. Bon, donc ça a des limites. Et la première chose qu'ont dit les Israéliens, pour pouvoir avoir une chronologie sûre par l'intermédiaire des poteries, il faut qu'on puisse reconstituer la poterie, sinon entièrement, du moins dans ce qui est l'essentiel. Maintenant, la méthode stratigraphique aussi est finalement très complexe. Quand nous avons étudié justement l'histoire des tels, nous avons fait finalement ce qui est une hypothèse d'école. Et nous avons supposé que disons, voilà. Alors ici on a nos strates qui se... Voilà. Comme une pelure d'oignon, si j'ose dire. Tout ça c'est très beau, c'est très régulier, etc. Dans la réalité, c'est loin d'être comme ça. Dans la réalité, le terrain, il n'est pas comme ça. Le terrain... Le terrain, il a à peu près cette forme-là. Il est beaucoup plus accidenté. Et par conséquent, les strates, elles suivent obligatoirement les accidents du terrain. Etc. Donc vous creusez là, vous creusez vos tranchées d'exploration. Voilà, vous creusez ici une tranchée d'exploration jusqu'au sol vierge. Et puis vous dites, bon ben voilà, les strates, etc. Et vous continuez à faire ensuite vous dégagez par exemple l'air que vous avez suivi, vous avez décidé de fouiller, parce qu'il n'est pas question évidemment de fouiller tout le tel. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un travail trop gigantesque. Et puis non seulement ça, un des gros problèmes aussi, il faut bien dire, de l'archéologie, c'est le nerf de la guerre. Ça coûte cher. Faire des fouilles, ça coûte extrêmement cher. Il faut payer, bien entendu, une partie des ouvriers, la plupart de ceux qui participent aux défouilles sont des volontaires, mais il faut quand même les nourrir, les loger, s'occuper d'eux. Il faut payer, par contre, des ouvriers spécialisés, des bulles, ou bien des grues, enfin des engins quand même un peu spéciaux. Et puis ensuite, c'est tout le problème justement des spécialistes qui sont sur place, qui eux évidemment sont payés, ceux qui s'occupent de la constitution des poteries. Bon, l'archéologie, nous en voir dans un instant, c'est quelque chose qui devient de plus en plus pointu, qui utilise des techniques de plus en plus pointues, par exemple à tous les problèmes dont nous allons parler de datation par les radioisotopes, il y a tout le problème de ce qu'on appelle la dendroarchéologie, qui étudie justement les compositions minérales, ou plus les compositions chimiques des bois, enfin des objets en bois. Donc on peut s'en retrouver, ce qui est assez rare quand même, enfin on peut quand même retrouver des traces.
Bon, donc, si vous voulez, on emploie à ce moment-là des techniques extrêmement pointues. Ensuite, il y a le problème des rapports de fouilles qu'il faut imprimer. Il y a tout le problème de la photo. Enfin, bref, ça coûte extrêmement cher. Alors, il faut trouver des sponsors. L'essentiel des travaux des archéologues, aussi trivial que ça puisse paraître, ça consiste d'abord à chercher des fonds. Alors, les fonds, on peut en trouver, par exemple, si ce sont des fouilles qui sont patronnées par le gouvernement israélien, enfin ce qu'on appelle Société pour l'exploration d'Israël et de ses antiquités. Bon, il y a des fonds qui viennent du gouvernement. Il y a des fonds qui viennent des universités qui vont profiter ensuite de ces fouilles. Souvent, justement, la Société pour l'exploration d'Israël et de ses antiquités s'associe avec, je sais pas, l'université de Boston, ou bien l'université d'Oklahoma, ou n'importe où, qui envoie des volontaires, qui envoie ses propres savants, et puis qui aussi, évidemment, avance des fonds. Où on trouve des mécènes, ça c'est beaucoup plus rare, mais enfin ça existe. En son temps, Rockefeller était un grand mécène qui a sponsorisé les premières fouilles, notamment celle de Megiddo, entre les deux guerres mondiales. On trouve aussi des fonds parfois dans les églises, certaines églises aux États-Unis notamment qui sont riches, certaines unions d'églises envoient des fonds justement pour permettre les fouilles, ou bien aussi éventuellement des communautés juives, par exemple les communautés juives réformées aux États-Unis, Hebrew Union College, ont sponsorisé aussi de nombreuses fouilles. Bon. Alors, si bien qu'en fonction des moyens qu'on a, des moyens pécuniaires, des moyens financiers, eh bien, on va se concentrer sur une partie seulement du tel. C'est évident. Parce que si vous voulez faire tout du tel, c'est pas toute la fortune de Rockefeller sera engloutie en une seule saison de fouilles. C'est évident. Alors, en général, des fouilles durent plusieurs années. Pas d'une manière continue. En général, les fouilles archéologiques ont lieu uniquement pendant la belle saison, pour des raisons évidentes. C'est que si on faisait ça à mauvaise saison, au moment des pluies notamment, des pluies torrentielles qui tombent dans le pays, eh bien, le travail serait tout simplement impossible parce qu'on serait constamment inondé. En général, c'est pendant les mois d'été, les mois de vacances, ou bien alors, même on peut faire des fouilles plus restreintes pendant les petites vacances de Pâques, ou bien de ces périodes-là, de Hanouka, etc. Mais en général, c'est l'été. C'est l'été, donc pendant 2 mois, en général 2 mois d'été, c'est là que se font les fouilles. Et alors justement, ça permet aux élèves qui ont travaillé l'archéologie pendant l'année, ou aux étudiants du département d'archéologie, de participer à des fouilles sur le terrain et de s'initier donc au travail de fouille. Alors, la fouille, on travaille avant, beaucoup avant d'aller sur le terrain. Ça veut dire qu'on a un projet, par exemple, un projet de, je sais pas moi, disons, on va fouiller Tel Arad, par exemple, qui est un site du Negev. Bon. Alors, pourquoi a-t-on décidé de prendre ce site plutôt qu'un autre? Bon, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à cela. Il y a 2, finalement, manières de travailler en archéologie. Il y a la fouille, telle qu'on est en train de la définir, et puis il y a aussi ce qu'on appelle, alors en hébreu ça s'appelle seker, c'est la traduction de l'anglais survey. Je ne sais pas, j'ai jamais trouvé, en principe, il n'y a pas d'équivalent en français. Et ça, c'est un mot traduisible en français. Bon, quelle est la différence entre une fouille et un survey, un seker, si vous voulez? C'est que, quand vous faites une fouille, vous étudiez un site et vous vous bornez à cela. Un seker, c'est vous étudiez toute une région. Par exemple, le Negev, le nord du Negev. Hein? Alors, vous visitez, pendant les mois d'été, justement, avec une équipe, vous visitez tous les tels, tous les sites qu'il y a dans cette région. Non pas pour les fouiller en profondeur, mais éventuellement à faire des sondages plus ou moins superficiels. On va creuser des puits d'exploration dans un tel. On va simplement, parfois, ce qu'on appelle, on prend des carottes, c'est-à-dire on enfonce une espèce de cylindre dans le tel, si vous voulez, qui ramasse toute la terre, on voit les strates et on voit en même temps, si vous voulez, le genre de poterie ou le genre d'objet qu'on trouve dans ces carottes-là.
Et alors ça nous donne, ça permet d'avoir une idée, si vous voulez, de ce qu'était une région tout entière, à différentes époques. Par exemple, on arrivera à cette conclusion que, par exemple, le nord du Negev, si vous voulez, le nord du Negev a été peuplé, par exemple, à l'époque du Bronze Moyen I, et que là, on trouve, entre le Bronze Moyen I, par exemple, et le Bronze Moyen II, une urbanisation. C'est-à-dire que, alors on va aussi bien visiter les villes que, par exemple, les villages, des restes de villages, ou bien tout simplement des routes, aussi, les routes anciennes qu'on peut trouver. On va chercher les tessons qu'il y a sur le bord de ces routes-là. On va avoir une idée justement de la manière dont ces villes étaient reliées les unes aux autres à différentes époques. Hein. On va étudier par exemple aussi les systèmes d'alimentation en eau, les citernes, les murets, l'agriculture, les terrasses, etc. Enfin, il y a tout un travail, si vous voulez, qui n'est pas un travail de fouille véritable, mais, si vous voulez, d'avoir une idée globale d'une région plus ou moins importante. Alors on va constater, par exemple, si on prend le nord du Negev, que à l'époque du Bronze Moyen I, c'est-à-dire la première période intermédiaire, ou même déjà le Bronze Moyen II, c'est-à-dire 2100 avant Jésus-Christ à 1950 environ, il y a des petites villes, enfin des villes, un certain nombre de villes, un petit nombre de villes fortifiées, pas très fortifiées d'ailleurs, et puis finalement beaucoup de villages ou beaucoup de traces de nomadisme. Ça veut dire que la population, on arrive à la conclusion qu'à cette période-là, la population du nord du Negev était une population essentiellement rurale et que par conséquent, l'urbanisation était peu développée. À l'époque suivante, Bronze Moyen II, Bronze Moyen III, alors ça change. Là, c'est comme si les peuplades, les campagnes se dépeuplaient et qu'on voit une explosion de grandes villes. Beaucoup de villes qui sont créées à cette période-là. Donc, on dit voilà, on est dans une période d'urbanisation. Urbanisation, donc abandon de l'agriculture, sédentarisation des Bédouins, et puis en même temps, donc, il y a manifestement aussi un essor. Comment expliquer cette urbanisation? Il y a un essor du commerce. C'est le commerce qui fait vivre ces gens-là, donc les commerces de caravanes, bon, développement des voies de communication, des petits fortins qui carrent les routes, etc. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on arrive à voir, si vous voulez, quand on fait justement ce séquel. Bon. Bronze moyen, fin de la période, Bronze moyen 3, qu'est-ce qu'on voit? Alors, des traces de destruction massive de toutes ces villes, d'une rare violence, d'une rare comment dirais-je, férocité. Hein. Et puis, reconstruction de ces villes beaucoup plus petites, mais cette fois-ci avec des grosses fortifications, parce que manifestement, ces gens-là ont été tellement traumatisés par les destructions qu'ils ont subies que ils éprouvent le besoin de se défendre. Bon, ça correspond grosso modo avec l'époque d'Abraham. Bon, on sait qu'à l'époque d'Abraham, sur la Bible, 5 rois du Nord sont venus ravager cette région. Hein. Les 5 rois du Nord que Abraham a vaincu quand il avait été récupéré son neveu Lot. Bon. Et là, justement, ces villes correspondent exactement à celles qu'on trouve dans la Bible. Donc nous avons ici retrouvé les traces archéologiques de cette expédition des 5 rois du Nord. Donc ils sont venus, qui ont détruit toutes ces villes avec une férocité inouïe, et qui font que ce qui était finalement un pays paisible auparavant, par exemple le professeur Nelson Gluck qui a fait justement un séquel dans cette région-là et aussi en Transjordanie, donc de l'autre côté de la mer Morte, si vous voulez, a trouvé que ce qu'il appelait, cette région vivait ce qu'il appelait la Pax Abrahamica, la paix d'Abraham. Pourquoi? Parce que n'importe comment la geste d'Abraham telle qu'elle est décrite dans la Bible exige que ce pays ait été pacifique. Abraham se déplaçait facilement, il ne semble pas avoir eu maille à partir avec les gens du pays, donc c'était une époque de paix. Et effectivement, on trouve les traces d'une époque de paix. Puis après, l'expédition des 5 rois du Nord, avec les traces de destruction violente, au contraire, reconstruction des villes, avec des fortifications importantes, parce que justement, eh bien, on est traumatisé et on a peur. Donc là, c'est la fin de l'époque de la Pax Abrahamica. Puis après, commence donc la deuxième période intermédiaire, donc la période de Hyksos, la période de Joseph, si vous voulez.
Bon, voilà, ça, si vous voulez, c'est ce qu'on fait quand on fait un séqueur. Donc, quand on a fait un séqueur, on fait un rapport. Ça, c'est une chose très importante. Le rapport de ce qui a été effectué doit être fait le plus rapidement possible. Parce que, justement, ce que vous avez découvert risque de se détériorer. Parfois, vous le détériorez vous-même, hein, c'est évident. Par exemple, si vous avez découvert ici, je ne sais pas moi, des constructions sur la première couche, bon, vous voulez fouiller en dessous, vous êtes obligé de détruire ce qu'il y a dessus. Donc ça va être perdu pour les générations futures. Et c'est pourquoi tout doit être soigneusement répertorié. Photographier. La photo est absolument essentielle en archéologie. Et la photo in situ, de l'objet in situ. Car l'objet in situ nous apprend autant par sa position, par l'endroit où on le trouve, par, je ne sais pas moi, son orientation, que finalement par l'objet lui-même. Donc on le photographie in situ avec une espèce de, comment dirais-je, une perche avec des dimensions. Donc on sait quelle est la dimension de l'endroit où vous le trouvez, la dimension de l'objet, et on met en général un personnage à côté pour avoir une idée d'échelle. Ce n'est pas pour la beauté du personnage, en général, c'est des gens qui sont tout poussiéreux, tout crasseux, qui sont des travailleurs du coin, mais c'est pour donner une idée justement d'échelle. Et il faut que le rapport soit publié le plus rapidement possible, parce que ceux qui vont venir après vous, eh bien, vont partir de vos travaux. Et par conséquent, ils ont besoin de consulter ce qui a été fait par leurs devanciers. C'est pourquoi je dis, une fouille, c'est un travail considérable. Il y a un travail avant, il y a un travail pendant, et il y a un travail après. Il y a un travail avant, parce qu'il faut consulter justement les rapports de fouille de ceux qui vous ont précédé. Qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine-là, hein? Et ça, ça va déterminer justement l'orientation que va prendre la fouille. Bon. Par exemple, voilà, j'ai l'intention de faire une fouille. Bon, on reprend par exemple le séquer qui a été fait par le professeur Nelson Gluck du Union College en 1937. Bon. Qui nous apprend ce que je viens de vous dire là, grosso modo. Alors, nous apprend par exemple qu'à cette période-là, il y avait des telles importantes, telles que tel Massos, ou bien tel Arad, tel Beersheba, etc. Bon, on se dit, tiens, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des fouilles, par exemple, à Tel Arad? Tel Arad, qui était un petit peu la capitale de cette région-là, bon, Tel Arad dont il est question dans la Bible, devant lequel les Israélites se sont cassés les dents avant les 40 années au désert. Non. Là, sur le plan historique, c'est très intéressant d'étudier Tel Arad. Alors on décide d'étudier Tel Arad. Autre maintenant problème qui se pose, comment peut-on être sûr que cet endroit est Tel Arad? Ah. Et là, justement, c'est tout le problème de ce qu'on appelle l'onomastique. L'onomastique, c'est un mot grec qui signifie justement la dénomination des lieux. C'est un gros problème de géographie historique. Comment identifier les lieux bibliques? Notamment quand tout a été réduit à l'état de désert et quand tout a été réduit à l'état de tel. Alors, heureusement, là, on a des moyens extrêmement précis qui permettent d'identifier ces lieux. Premièrement, la Bible, bien entendu. Et c'est pourquoi la Bible est justement un livre absolument incontournable. D'autant que justement, beaucoup de ces sites bibliques se sont conservés jusqu'à nos jours. Par exemple, l'identification de Jérusalem n'est contestée strictement par personne. Car Jérusalem, évidemment, a été sainte, a été sacrée, et par conséquent a été occupée, même si elle a subi de très très nombreuses destructions, sans interruption, des origines à nos jours. D'autre part, la Bible nous décrit assez précisément Jérusalem. On sait comment la ville était surplombée par le mont des Oliviers. On sait comment elle était à la frontière du désert de l'autre côté du mont des Oliviers. On sait qu'il y avait les deux vallées, la vallée du Cédron et la vallée du Thyropéon qui se rejoignaient
dans la vallée de la Géhenne. Bon, bref, enfin, il y a des données topographiques dans la Bible qui sont absolument certaines. Bon. Même chose pour Jéricho. Jéricho qui s'est situé donc au gué du Jourdain, près des gués du Jourdain, donc une position stratégique extrêmement importante. Bon, il n'y a pas 36 tels dans cette région-là, il n'y en a qu'un, qui s'appelle, que les Arabes appellent Tel es-Sultan. Bon. Eh bien, on se dit, bon, il y a des fortes probabilités pour que Tel es-Sultan soit la Jéricho biblique. D'autant que nous savons par la Bible qu'il y avait à la proximité de Jéricho une source, le Wadi Kelt, qui a alimenté la ville, la source d'Élysée. Nous savons qu'elle était aussi, toujours dans la Bible, Nouveau Testament cette fois-ci, qu'elle était dominée par le fameux Djebel Parental. En face, c'était le Nebo. Bon, donc Tel es-Sultan correspond exactement à la description qu'en fait la Bible. Donc nous concluons que Tel es-Sultan, c'est l'ancien Jéricho. Bon. Donc là, si vous voulez, c'est relativement facile. Il y a d'autres sites où c'est beaucoup plus complexe, parce que justement on n'a pas cette tradition qui s'est conservée jusqu'à nos jours, ou bien tout simplement parce que les données bibliques sont trop fragmentaires. Par exemple, justement, Tel Massos. Tel Massos, à quelques kilomètres d'Arabe. Tel Massos, c'est le nom arabe, c'est le nom actuel. Il ne dit rien du tout, ce nom. Le souvenir de ce qu'était Tel Massos, les Arabes l'ont complètement oublié. Et finalement, on s'est longtemps posé la question de savoir quelle était cette ville importante qui se trouvait donc à quelques kilomètres d'Arad. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs campagnes de fouilles que le professeur Aharoni a dit, bien, Tel Massos n'est autre que la Horma biblique, donc, qui est citée en relation avec la ville d'Arad, justement, et il nous a dit que le roi d'Arad, quand les Israélites ont essayé de prendre la ville, le roi d'Arad est sorti et les a taillés en pièces jusqu'à Horma. Bon. Autre exemple aussi, l'identification de la ville de Haï. Bon. Alors là, dans cette région, la région du sud du pays de Benjamin, nous savons par la Bible que Haï était proche de Bethel. Bon, là, il y a plusieurs tels qui peuvent correspondre à cette identification. Comment savoir justement lequel de ces tels est Haï, la Haï biblique qui a été prise par Josué. Et bon, d'abord, si vous voulez, il y a une certaine réelle distance. Par exemple, nous lisons que les Israélites, pour rejoindre aussi Kirgat Yarim, quand ils sont partis à la bataille d'Ayalon, ont marché tant de temps. Donc, tant d'heures de marche, mais bon, ça doit être à peu près ça. On arrive à identifier, par exemple, des sites comme ça, qui ont été pris, par exemple, la ville de Kirgat Yarim, qui était une ville des Givonites. Non, mais Givon, c'est Givon, pas Kirgat Yarim, Givon, qui se trouve donc ici. On l'a identifié grâce au temps de marche que la Bible évoque comme étant celui que les Israélites ont mis pour atteindre justement la ville de Givon. Bon. Pour Haï, il y a quelque chose qui nous aide. C'est que les Arabes ont appelé cet endroit Et Tel, c'est-à-dire le Tel, plus exactement la ruine. Et Tel, en hébreu, signifie ruine. Et là, vous avez des choses extraordinaires. C'est que dans la nomenclature moderne, vous avez des villes qui ont gardé leur nom, mais qui a été arabisé. Haï, en hébreu, signifie la ruine. Et les Arabes l'ont appelé Et Tel, la ruine. Ils ont gardé le nom, mais ils l'ont arabisé. Ça veut dire que le souvenir s'en est conservé jusqu'à nos jours. Autre exemple, au nord du pays. La fameuse ville de Dan. Dan, vous savez, il y a des questions souvent dans la Bible, parce que c'est la frontière nord du pays. Les frontières du pays d'Israël allaient de Dan à Beersheba. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, se rassembla à l'appel de tel juge, à l'appel de tel roi pour aller à tel bataille, etc. Bon. On sait que, donc, Dan était une ville située au nord. On sait qu'elle était proche aussi des sources du Jourdain. Enfin, il y a
y a 3 sources du Jourdain, finalement, trois ruisseaux qui descendent de l'Hermon, qui se rassemblent ensuite au fond du Jourdain. Donc lequel de ces trois ruisseaux, en quelque sorte, était le bon? Or, justement, non loin d'un de ces sources, il y a un tel que les Arabes appellent Tel el-Kadi. Kadi en hébreu, ça signifie le juge. Et Dam en hébreu, ça signifie le juge. Et le professeur Avraham Biram a conclu que Tel el-Kadi devait être vraisemblablement la ville de Dan biblique. Et il a entrepris des fouilles à cet endroit-là, dans les années 80, des fouilles qui ont confirmé que son intuition était juste. Tel el-Kadi est effectivement la ville biblique de Dan. Alors, voyez-vous, il faut faire des regroupements comme ça par association de noms pour essayer de retrouver les endroits des villes. Maintenant, il y a aussi bien d'autres choses qui peuvent nous aider. Et notamment, justement, c'est le sujet du prochain querelle que je suis en train de corriger là. Au moment de la conversion de Constantin au christianisme, la terre d'Israël est devenue la terre sainte des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens ont souhaité venir s'y rendre en pèlerinage. Et forcément, pour se rendre au pèlerinage au lieu saint, il a fallu identifier les lieux saints en question. Et ça, justement, déjà à cette période-là, c'est-à-dire au IVe siècle après Jésus-Christ, un certain nombre d'ecclésiastiques locaux, pour les besoins des pèlerinages et pour les besoins des chrétiens, ont effectué le travail que les archéologues modernes sont en train de faire. Mais ils avaient évidemment une beaucoup plus grande proximité de l'événement, notamment en ce qui concerne le Nouveau Testament, que nous n'en avons nous, de telle sorte que les sources dont ils disposaient pour identifier les lieux saints étaient beaucoup plus sûres que ceux que nous avons nous. Et c'est pourquoi nous pouvons utiliser ce qu'ils ont écrit à cette période-là pour pouvoir identifier aujourd'hui encore les lieux saints modernes. Alors ces sources sont diverses. La plus importante d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'onomasticon du père de l'Église, Eusèbe de Césarée, qui vivait effectivement au IVe siècle, contemporain de Constantin. Évêque de Césarée, donc, il avait le diocèse finalement de tout le sud du pays, et par conséquent, sa tâche était de recevoir les pèlerins chrétiens. Et à leur intention, il a écrit un guide, en quelque sorte, le plus ancien guide de Terre Sainte. Donc l'onomasticon, ça veut dire le nom, l'identification des sites bibliques. Et comment Eusèbe s'y est pris pour identifier les sites bibliques? Comme je l'ai dit, il a interrogé les habitants du coin, il a repris les anciennes traditions, il a repris la Bible, et au travers des textes bibliques, il a fait finalement tout le travail que les modernes archéologues font. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas trompé. Il s'est pas trompé d'autant plus que, bon, il était peut-être moins soupçonneux, si vous voulez, des traditions anciennes que ne le seraient les archéologues et les historiens modernes, si bien qu'il s'est parfois laissé embobiner par les habitants locaux. Bon, ça c'est sûr. Mais disons que, en général, l'onomasticon de Césarée est quelque chose d'à peu près sûr. À côté de l'onomasticon de Zeb, on a retrouvé au début du siècle dernier, dans une église de Transjordanie, la ville de Medva biblique, n'est-ce pas, en Transjordanie, on a retrouvé une église que l'on voulait restaurer. Et quand on a voulu restaurer cette église, on a trouvé le sol de cette église qui était une mosaïque. Mosaïque un peu, si vous voulez, avec des petits carreaux de mosaïque, comme un petit peu ici notre sol à nous, si vous voulez, et qui représentait sur toute la surface de l'église une carte d'Israël. Une carte d'Israël à l'époque byzantine, c'est-à-dire à l'époque de Zeb de Césarée, à l'époque où les premiers pèlerins chrétiens sont venus en Israël. C'est une carte, c'est un chef-d'œuvre artistique de première grandeur, parce qu'il a fallu des jours et des jours de travail aux artistes qui ont fait ça. Hein. Avec des petits carrés de pierres de différentes couleurs, ils ont reconstitué la terre d'Israël et orienté donc exactement comme elle est. Ça veut dire la partie nord du pays de la carte va dans la. Si vous voulez, c'est ce qu'on voit. On est sur le Nebo en quelque sorte.
Et finalement, on voit le pays devant soi, comme Moïse, en quelque sorte, a vu le pays. Et les pèlerins qui arrivaient, donc, là, eh bien, pouvaient identifier, regarder la carte, hein, et ils avaient ça sur leurs yeux. Ah, bah tiens, ce que je vois là-bas, ah, bah voilà, c'est sur la carte, c'est à cet endroit-là. Tiens, Jérusalem, je vois Jérusalem là-bas. Ah, ben si, j'ai Jéricho, tiens, là, j'ai la mer morte. Ah, bah oui, ça correspond. Et alors, justement, cette carte est contemporaine de l'onomasticon de Zeb. Et alors, elle est très précise. Et elle indique justement les lieux saints, finalement, enfin les lieux bibliques, disons. Il y a le nom. Quand c'est un site d'une certaine importance, sont représentés d'une manière stylisée, schématique, les principales curiosités qu'il y a à voir. Par exemple, Jérusalem, évidemment, est la ville qui a le plus de, comment dirais-je, de données. Par exemple, les fouilles archéologiques qui ont été effectuées dans les années, après la guerre des 6 jours, si vous voulez, jusqu'à nos jours, ont confirmé exactement, n'est-ce pas, les données de la carte de Medva en ce qui concerne Jérusalem. Par exemple, ceux qui ont visité Jérusalem et qui connaissent le cardo qu'il y a dans le quartier juif de la vieille ville, c'est-à-dire cette grande allée qui traversait Jérusalem du nord au sud, et qui était ornée de colonnades, qu'on voit encore aujourd'hui, qui ont été restaurées par les archéologues israéliens. On en a fait une galerie marchande maintenant qui est souterraine, si vous vous souvenez, ceux qui ont visité Jérusalem. Bon, ce cardo est indiqué avec précision sur la carte de Medva. Et on le voit au sud, donc l'église de la Néa, qui avait complètement disparu et qui a été redécouverte par les archéologues à partir de la carte de Medva. Le professeur Avionas s'est dit, tiens, là, sur la carte de Medva, il y a l'église de la Néa. Cette église dont il est question dans le Nomasticum de Zeb, mais qu'on n'a jamais trouvée. Et lui, il l'a retrouvée grâce à la carte de Medva. Même chose, si vous voulez, au nord, on voit la place centrale avec les colonnes, l'échéomo actuel, qui était l'arc de triomphe d'Adrien d'Aelia Capitolina. Bon, ça c'est pareil, grâce à la carte de Medva, on a pu le redécouvrir. On voit très nettement le Saint-Sépulcre, on voit très nettement la piscine de Bethesda, enfin bref, etc. Par exemple aussi, il y a une donnée tout à fait intéressante qu'on trouve sur Jérusalem, la présence aussi d'églises sur le mont des Oliviers, des choses comme ça, qui étaient attestées donc par la carte de Medva et que l'on a, dont l'archéologie a confirmé en tout point le bien fondé. Même chose pour ce qui concerne la Galilée, pour ce qui concerne Nazareth, le Tabor, sont représentées les 3 églises qu'il y avait à cette période-là, ont été reconstruites depuis, etc. Ça, c'est donc un autre point. La carte de Medva est un document essentiel, justement, pour l'archéologue à cause de ça. On a ensuite des guides anciens qui ont été rédigés à l'usage des pèlerins, et puis aussi alors les récits des pèlerins qui sont venus visiter la terre d'Israël au début de l'ère byzantine, c'est-à-dire après la conversion de Constantin, depuis, si vous voulez, le début du IVe siècle, en 333, ce qu'on appelle le pèlerin de Bordeaux, qui s'est rendu en Terre Sainte. C'était un des premiers pèlerins qui nous a laissé en tout cas des traces écrites. Beaucoup de pèlerins sont venus mais n'ont pas laissé de traces écrites. Ces gens-là nous ont laissé des récits détaillés de leur voyage, ceux qu'ils ont visités. Bon, il y a beaucoup de fantaisie. On voit par exemple, c'est Jérôme qui nous dit qu'il a vu à Bethléem la pierre sur laquelle Jésus enfant a reçu son premier bain, et la vasque où l'eau qui a servi au premier bain de Jésus a été recueillie. Elle est encore là, il n'y a pas une goutte qui a disparu depuis cette époque-là, elle est aussi claire, aussi limpide qu'elle était au moment où Jésus s'est trempé dedans. Bon. Voilà, un genre de choses comme ça. J'en passe des meilleurs, on vous montrera la pierre. Égérie avait vu le palmier sur lequel Zachée était monté pour voir Jésus, le sycomore sur lequel plutôt Zachée était monté pour voir Jésus, l'arbre auquel s'était pendu Judas, enfin des choses comme ça, vous voyez un petit peu, bon. Il y a de la fantaisie. C'est vrai, il y a de la fantaisie. Mais au-delà des fantaisies, il y a des données extrêmement intéressantes. Par exemple, tous les pèlerins qui ont visité la Terre Sainte à cette période-là, donc depuis le pèlerin de Bordeaux qui est le plus ancien, en 333 avant Jésus-Christ, jusque le rabbin Benjamin Tuled au XIIIe siècle, c'est-à-dire en pleine période des croisades, par exemple, tous signalent deux choses qui ont semblé invraisemblables jusqu'à peu de temps à la plupart des archéologues. La première, c'est qu'on montrait à Capernaum la maison de Pierre, la maison où le Seigneur donc avait résidé,
et qui, disent ces pèlerins, avaient été ensuite transformés en lieu d'église pour la communauté locale judéo-chrétienne qui s'était établie à Capharnaüm après la résurrection de Jésus. Et, nous disent ces pèlerins, ils ont pu admirer de leurs yeux une superbe basilique octogonale que Constantin venait de reconstruire peu de temps auparavant sur l'endroit de cette maison d'église. Bon, ça, la plupart des lecteurs de ces rapports ont considéré que c'était du même tonneau que l'histoire de la pierre où Jésus avait reçu son premier bain, quoi. Bon, ça c'est la maison de pierre, etc. Or, justement, à partir de 1969, la custodie de Terre Sainte, c'est-à-dire un organisme qui dépend du Vatican, par l'intermédiaire du professeur Lofreda, et qui sont des abbés d'ailleurs, les Corbeaux, ont effectué des fouilles, justement, à Capharnaüm, à cet endroit-là. Ils ont retrouvé exactement cette basilique octogonale. Et sous la basilique octogonale, ils ont retrouvé effectivement une maison au milieu ce qu'on appelle une insula, c'est-à-dire un ensemble de maisons de l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire de l'époque post-hérodienne, la première époque romaine 1, qu'on appelle en archéologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire les premières années de notre siècle. Et là, donc, une maison qui avait été ensuite agrandie, dont le pavement avait été, qui était en terre battue au départ, avait été refait, et autour duquel on avait mis des bancs. Et sur les murs, on a trouvé des graffitis à la gloire de Jésus. Donc, manifestement, cette humble maison de pêcheurs, parce qu'on trouvait des hameçons, par exemple en os, etc., avait été transformée en maison d'église. Donc, dans la deuxième partie du siècle, du premier siècle. Puis ensuite, à partir du IVe siècle, cette maison avait été vénérée et l'octogone était exactement construit pour venir au centre de l'endroit où se trouvait justement la maison d'église. L'octogone construit par Constantin. Ce qui montre que justement, là, ces rapports étaient fiables. Bon, deuxième rapport aussi très intéressant, c'est que tous ces pèlerins des premiers siècles nous disent que à Jérusalem, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont Sion, il y avait comment est-ce qu'on peut dire, disons une synagogue judéo-chrétienne. Une synagogue judéo-chrétienne, dans laquelle d'ailleurs, ceux qui sont venus en deuxième période évitaient d'entrer, parce qu'elle était justement judéo-chrétienne. Et c'était l'époque où la tension entre la grande église non juive et l'église juive, l'église de la circoncision, étaient les plus tendues. C'était le moment où il allait y avoir la rupture. Mais ces pèlerins signalent que cette église existait de leur temps, et que c'était donc des judéo-chrétiens qui s'y rassemblaient, mais que cette maison d'église n'était autre finalement que la première église, la mère de toutes les églises, celle où se rassemblait la synagogue, où se rassemblaient les apôtres, après la résurrection et l'ascension de Jésus. Et au-dessus de cette synagogue, disait-il, il y avait une chambre haute, qui était la chambre haute dans laquelle le Seigneur avait pris le dernier repas avec ses disciples, dans laquelle il leur était apparu après la résurrection, le soir de la résurrection, et dans laquelle le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Et les fouilles qui ont été effectuées ce lieu, à son emplacement de ce lieu, il y avait une synagogue juive que jusqu'à aujourd'hui, les juifs religieux donnent comme étant le tombeau de David. On y voit une espèce de cénotaphe qui ne serait autre que la tombe de David. Bon, des fouilles ont été effectuées par les archéologues israéliens aussi il y a 30 à 40 ans maintenant, peut-être moins. Et d'abord on a mis en évidence le caractère absolument fantaisiste de cette tradition. Le tombeau en question est un tombeau d'un chevalier croisé du Moyen-Âge, et non pas le tombeau de David. Mais par contre, l'édifice en question, les sous-basements, datent effectivement des premiers siècles, du premier siècle de notre ère. Et effectivement, nous avons ici affaire à une maison-église, une synagogue. Elle a tous les aspects d'une synagogue, si ce n'est que vraisemblablement, avec les graffitis qu'il y a à la gloire de Jésus, ça ne peut être qu'une synagogue judéo-chrétienne. Vous savez d'ailleurs que les judéo-chrétiens appelaient leurs églises synagogues. Vous avez ça dans l'épître de Jacques. Jacques dit ceci: s'il vient quelqu'un dans votre synagogue, bien entendu, aucun traducteur ne se permettra de traduire de cette manière-là.
C'est quand il parle, vous savez, de ne pas faire d'acception de personne. S'il vient dans votre synagogue, quelqu'un qui est bien habillé, vous lui dites, toi, c'est toi à la place d'honneur, toi qui es mal habillé, c'est toi à la dernière place, vous n'agissez pas sur l'évangile, etc. Mais le mot grec, c'est synagogue. Donc les églises judéo-chrétiennes étaient des synagogues. Donc là, nous avons une synagogue judéo-chrétienne. Bon, et au-dessus, il y avait donc un édifice qui a été reconstruit par les Arabes, qui aujourd'hui, dans son état actuel, n'a plus rien de l'époque, mais qui existait déjà à l'époque précédente, ce qu'on appelle les chambres hautes, c'est-à-dire justement les chambres qui étaient à l'étage. Et là, le professeur Aviodal, le professeur juif, pourtant, estime que nous avons affaire à la chambre haute dont il est question donc, dans le Nouveau Testament. C'est un des lieux saints les mieux attestés, si vous voulez, dont l'authenticité est aujourd'hui la mieux attestée, et on en trouve déjà mentionné dans les rapports de voyage des premiers pèlerins dont nous avons parlé. Donc, si vous voulez, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans les rapports de ces chrétiens, mais beaucoup de choses sont authentiques et beaucoup de choses sont réelles. Bon, voilà, donc nous avons fait. Voilà en gros, si vous voulez, comment on arrive à situer plus ou moins les lieux saints. Enfin, les lieux bibliques. Pas de lieux saints, pardon, de lieux bibliques. Donc, bon, revenons maintenant à notre ville d'Arad. Bien, donc nous avons fait ce séquel dans le désert, le Negev. Nous avons dit, tiens, ce serait intéressant de fouiller Arad. Bon, alors on programme plusieurs saisons de fouilles. Encore une fois, c'est une question de moyens. Une question de moyens financiers. Et alors, donc, on a dit bien, par exemple, les fouilles d'Arad ont commencé en 1962, je crois, quelque chose comme ça, oui. 62, sous la direction du professeur Arrelier et de Mme Ruth Amiram. Et donc, première saison, l'été 62. Bah, qu'est-ce qu'on fait là? On va un peu au hasard, hein. On n'a pas tellement de données, on creuse un peu au hasard. Puis là, donc, on commence à trouver un certain nombre de choses. Bon. Alors évidemment, pendant la fouille elle-même, c'est un gros travail, j'en parle dans un instant. Mais après la fouille, c'est un autre gros travail. Il faut classer tous les objets qu'on a découverts, il faut les dater, il faut les répertorier, il faut essayer de les interpréter. Si on a découvert des documents écrits, il faut aussi les interpréter. Bon. Puis après, il faut publier. Il faut faire le retour, le rapport de fouille qui va être publié, envoyé aux universités qui ont sponsorisé bien sûr le travail et qui sera disponible dans la plupart des bibliothèques pour tous ceux qui voudront poursuivre le travail par la suite. Bon. Or, comme disait le professeur Yadin, on a intérêt à le faire tout de suite parce qu'il y a des rapports comme ça qui ont disparu, tout simplement parce que ceux qui les ont fait, qui ont fait les fouilles ont tardé, ou bien ils sont morts sans avoir écrit les rapports, ou bien ils sont tenus tellement vieux que c'est comme s'ils étaient morts. Donc, si vous voulez, vous avez des choses qui ont été perdues définitivement pour la postérité. Et c'est pourquoi l'archéologue, l'année, à la rentrée, dès l'automne, quand il a fini ses fouilles, se met à son travail de rapport. Et logiquement, le rapport doit être publié dans les mois qui suivent. Vous voyez le travail que ça représente. Bon. Alors, si j'ai le privilège de fouiller un endroit qui l'a déjà été, par exemple, quand on maintenant quelqu'un qui veut fouiller Megiddo, bon, Megiddo, tel est l'Ouest, ça a été fouillé déjà depuis le début du siècle. Ça a été un des plus anciens sites qui a été fouillé parce qu'il a été un des mieux répertoriés, parce que c'est le plus riche, parce qu'il a donc, on a vu 20 villes qui sont superposées les unes contre les autres, si bien que ça nous sert de référence. Megiddo sert de référence à toute la chronologie relative parce qu'il a été occupé à toutes les époques historiques. Donc, si vous voulez, on se réfère toujours à Megiddo. Quand vous faites une fouille, vous vous référez toujours à un endroit, à un autre à Megiddo. La couche que j'ai découverte ici à Arad, la couche 7, par exemple, à quelle couche, chronologiquement, de Megiddo correspond-elle? À celle-là, parce que je trouve la même céramique dans ma couche 5 ici à Arad que celle que j'ai trouvée, par exemple, dans la couche 15 à Megiddo. Donc, elles sont contemporaines. Megiddo est la base. Bon, quelqu'un qui veut aujourd'hui fouiller Megiddo, c'est le cas de notre cher ami Wittgenstein, par exemple, qui s'est beaucoup attaché à Megiddo, eh bien, il a une abondante littérature à sa disposition. Il peut passer des nuits et des nuits avant de commencer sa fouille pour éplucher tout ce qui a été écrit sur Megiddo, tout ce qui a été fait sur Megiddo. Quelqu'un qui fouille Arad, aura certainement moins de travail de préparation que quelqu'un qui fouille Megiddo. Parce qu'Arad, évidemment, ça n'a pas été tellement fouillé.
Alors, si je lis ça, par exemple, bon, Megiddo, bien, il y a les palais salomoniques qui se trouvent là, tel endroit, avec la muraille salomonique, la porte salomonique, etc. Bon, moi j'ai envie de fouiller un petit peu à côté, prolonger ici. Gadine a fouillé jusqu'à tel endroit. Moi j'ai envie de poursuivre la fouille de Gadine pour voir, par exemple, prenons un exemple, Hatzor. Hatzor, on a découvert. Hatzor, c'est un des plus grands tels du pays, au nord du pays, dans le bois de la Galilée. Hatzor se présente à peu près comme ça. Vous avez ici le tel proprement dit. Voilà, le tel proprement dit, grosso modo comme ça. Et puis vous avez ici ce que les premiers fouilleurs ont appelé le camp. C'est-à-dire ce grand rempart en terre pisée qui ici fait jusqu'à 40 mètres d'épaisseur, qui est un petit peu moins gros de ce côté-là, à peu près comme ça, quoi, à peu près comme ça. Ça c'est le tel proprement dit, donc ça c'est en contrebasse, vous voyez, ça c'est beaucoup plus haut. Et donc là, Gadine avait fouillé, une première campagne de fouilles avait été faite, bon, il ne sait pas où il avait commencé, mais il avait commencé dans les années 50, à fouiller la première fouille de Megiddo. Il avait découvert justement aussi des structures sur le salomonique. Il avait découvert ici, donc la fameuse porte, celle semblable à celle de Megiddo et de Gézer, la muraille en casemate, comme on a vu la dernière fois, et puis ici des écuries avec des stalles pour les chevaux, et puis là aussi ce qu'on a appelé la maison à piliers. La maison à piliers, pourquoi? Parce qu'il y avait des piliers comme ça. C'était quoi? C'est pas très clair jusqu'à aujourd'hui. Et alors il avait découvert, si vous voulez, que la muraille de l'époque de Salomon s'arrêtait là. Alors bon, est-ce que finalement Salomon avait habité, ou plutôt avait reconstruit toute la ville, tout le tel, ou est-ce qu'il s'était contenté simplement de la moitié du tel? Est-ce que ça avait à faire avec une acropole, c'est-à-dire une partie fortifiée, mais le reste de la ville était aussi peuplée, ou bien est-ce que c'était toute la ville de l'époque de Salomon? Ça, vous pouvez, après la première fois, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, Gadine a dit, on va poursuivre ici. Et si, quand on poursuit là, on creuse le long de la muraille, si on trouve une muraille qui vient comme ça ici, en T, ça veut dire que, eh bien, l'autre partie de la ville a été aussi occupée. On trouve bien, effectivement, ce type de muraille. Deuxième saison de fouille, on la découvre. Donc voilà, j'ai répondu à ma question. Bon, maintenant toute cette partie-ci, je ne vais pas fouiller encore. Troisième campagne de fouille, je vais m'occuper de cette partie-ci. Ah, là, je trouve des vestiges de l'époque omriaca. Intéressant. Et puis ça, qu'est-ce que c'est finalement ce camp-là? Quatrième saison de fouille, je vais faire des fouilles un peu au hasard, en plusieurs endroits. Voilà, ici, dans cette grande surface. Et là, qu'est-ce que je trouve? Les ruines de temples cananéens. Des temples cananéens depuis l'époque du Bronze Ancien jusqu'à l'époque du Bronze Récent. Et notamment les temples de l'époque du Bronze Récent, c'est-à-dire l'époque de la conquête israélite. Qu'est-ce que je trouve? Un temple du dieu de la lune, avec un saint des saints protégé par des piliers et puis des lions de basalte, superbement fait, style mésopotamien, influence mésopotamienne. Et je trouve le trône du dieu avec l'autel, et je trouve le dieu lui-même renversé de son trône, et la tête coupée. La tête coupée. Des traces d'incendie gigantesques. Tout ça, ça a été. Les matsévot, les pierres qui étaient autour ont été renversées, l'autel a été brisé, le dieu a été décapité, les lions ont été renversés. Qu'est-ce que ça prouve? Ce que la Bible avait dit, ça veut dire que les Israélites avaient reçu l'ordre de par Josué de renverser les autels des Cananéens, de brûler leurs dieux, etc., de détruire tous leurs dieux saints. Or, on sait, d'après la Bible, qu'à cette période-là, Josué s'est emparé de Hatzor. Conclusion, donc, nous avons ici des traces de la conquête israélite à Hatzor. Bon. Donc, vous comprenez, d'année en année, comme ça, on affine. Puis après, on arrive au bout de nos ressources financières, on arrête, quoi. Puis on attend 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans quelquefois. Et puis quelqu'un d'autre, ou vous-même, éventuellement, si vous êtes encore, vous avez encore
les forces de le faire, on reprend la fouille. Puis là, en 69, Yadin retourne sur le chantier, puis qu'est-ce qu'il trouve ici? Il trouve un puits qui descend à pic, 30 mètres de profondeur, qui descend sur une source, avec un tunnel sur une source, et il trouve le système d'adduction d'eau qui commence depuis l'époque de Salomon jusqu'à l'époque perse à peu près, quoi. Et voilà, on continue comme ça, on peut continuer à l'infini, quoi, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Vous voyez? Donc, on progresse comme ça, et bien entendu, à chaque fois on publie. Et ceux qui veulent poursuivre la fouille reprennent ce que vous avez fait. Quitte à dire, tiens, ben, il s'est trompé là, à cet endroit-là, non, c'était pas comme ça, c'est pas de cette datation. On peut. Bon, même chose à Jérusalem. Les fouilles ont été commencées à Jérusalem par Macalister, qui était un Anglais donc, à la fin du 19e siècle, qui ont été reprises à la fin des années 50 par Miss Kenyon, qui ont été reprises ensuite par le professeur Gal Shilo dans les années 80. Bon, voilà, ça continue, quoi, ça continue. Puis on fouille à différents endroits, la cité de David, le quartier juif, le jardin arménien, la citadelle de David, la porte de Sichem, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'endroits où on peut fouiller, quoi. Et là, donc, on découvre toujours des choses nouvelles. Bon. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est ça. Bien, maintenant, on a vu ce qui se passe avant, on a vu ce qui se passe après, maintenant ce qui se passe pendant. Comment fait-on une fouille sur le terrain? Eh bien, si vous voulez, bon, on a vu qu'on commence par faire une tranchée d'exploration, ça on en a parlé, à l'intérieur du texte, je n'y reviens pas, pour avoir une idée de la stratigraphie. Bon, on a vu qu'on a choisi un endroit précis de fouille en fonction de ce qu'on veut chercher, de ce qu'on veut découvrir. Par exemple, est-ce que à Hatzor, la ville de l'époque d'Akab, ou la ville de l'époque de Salomon, s'étendait aussi sur le camp ou sur la partie sud du Tel? Donc on va continuer, là où Yadin a arrêté ses fouilles, on va continuer au sud des fouilles de Yadin. Parce qu'on la recherche quelque chose de précis. Bon, quand le professeur Shilo a commencé ses fouilles dans la cité de David de Jérusalem, c'était aussi à partir des fouilles de Miss Kenyon, et là il avait l'intention de redécouvrir justement la cité de David comme son nom l'indique. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence par délimiter. Alors, on peut en général, on ne fait pas un seul endroit dans le tel. On fouille plusieurs endroits du tel. Par exemple, si j'ai mon tel vue d'avion cette fois-ci. Hein. Donc ici, voilà, c'est mon tel qui fait à peu près, je traduisons bon. Puis là, vous avez les pentes du tel. Par exemple, je décide de fouiller là, pour des raisons précises que j'ai expliquées tout à l'heure. Ici, de fouiller là. Puis ici. Ici. Voilà. Alors, je délimite ces zones. Ou alors, peut-être, certains l'ont fait avant moi, d'ailleurs. Si je reprends, par exemple, une fouille qui a été faite là, moi, je vais la prolonger là. Bon. Alors, je parle, par exemple, l'archéologue qui m'a précédé, qui avait fouillé cet endroit-là, avait appelé cet endroit, comment est-ce qu'on dit en français, oui, area, en anglais, R, on dirait en français, c'est ça? Hein? Comment? Surface, oui, surface. Ah, celle-là, je l'appelle area B. Celle-là, area C. Voilà. Alors, j'ai trois équipes qui travaillent sur ces trois sites en même temps. Alors, on le délimite d'abord d'une manière très précise avec des cordes, toujours en rectangle. Rectangle très bon, avec des cordes comme ça. Alors, ça va peut-être faire, bon, ça dépend de l'importance, ça dépend aussi des moyens dont on dispose, du nombre de travailleurs, tout ça joue évidemment. Et là, donc, je vais commencer à travailler. Bon, ça c'est la méthode israélienne, hein, méthode qui a été perfectionnée par le professeur Aharoni. Maintenant, je prends une aire. Nous avons vu ici notre tel ensemble. Maintenant, je prends une aire, par exemple l'aire A. Voilà. Donc ici, j'ai des cordes qui le délimitent, hein, avec des cordes à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Je tends d'autres cordes parallèles
les 70 cm, enfin c'est ce que je veux finalement. D'autres cordes. Tout ça très régulier. Bon, c'est fini. Je vais passer si vite. Beaucoup plus régulier que ce que je fais. Et là, donc, je fais abscisse ordonnée. Donc, 4, 5, 6, 7. Et là, C, D, E, F, G, H. Voilà. Et là, mes gars vont commencer à creuser. Comment creuse-t-on? Pas au marteau-piqueur, hein, pas au bulldozer non plus, sauf dans des cas très précis. À la pioche et à la pelle, et encore avec beaucoup de délicatesse. Et vous mettez ça dans des paniers en caoutchouc en général, qui sont numérotés. Panier 1 du site 1A. Pardon, 7A. Voilà. Donc, je remplis, j'ai un gars qui arrive, qui présente son panier avec son étiquette 1A. Toc, il remplit son panier, il m'emmène à un autre gars qui a un tamis. Je le renverse dans son tamis, le gars passe au tamis. Et la moindre chose qu'il trouve, un tesson de poterie, un objet en métal, une écaille de poisson, un os d'animal, etc., tout ça, c'est répertorié. Alors, dans le panier 1 du carré 7A, on a trouvé, voilà les objets qu'on a trouvés. Le deuxième, le troisième, vous comprenez le boulot que ça représente? Vous commencez à comprendre ce que c'est qu'une fouille? Et pourquoi il faut des pesetas à la pelle? Bon. Alors, regardez-vous. Maintenant, si je trouve... Alors, plus ça va, évidemment, plus ça creuse. Quand je creuse, il y a une chose aussi très importante. Pour les problèmes de stratigraphie dont je parlais tout à l'heure, on va laisser ici des murets de terre. Ça veut dire qu'on va laisser le long des cordes, si vous voulez, des murets de terre qui vont délimiter ces aires. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je veux dire? De telle sorte qu'au fur et à mesure que vous allez descendre en profondeur, dans ces différents carrés, vous allez avoir une idée de la stratigraphie. Vous allez voir, il suffit de regarder le petit muret de terre, et vous avez la stratigraphie. De telle sorte que s'il y a une dénivellation de terrain, comme on voyait tout à l'heure, ça veut dire qu'ici, c'est plus bas que là, en regardant les murets, vous le voyez. Vous comprenez? Vous comprenez le système? Bon, si vous avez un chevauchement de stratigraphie, par exemple, quelque chose qui a été réutilisé à une autre époque, vous le voyez aussi. Et c'est pourquoi, justement, il ne faut jamais, jamais démolir ces murets-là. Vous ne le faites qu'en tout dernier ressort, quand vous avez terminé votre fouille, que vous avez une idée globale de ce que vous voulez faire, à ce moment-là, vous pouvez vous amuser à détruire ces trucs-là. Mais jusqu'à le dernier moment de la fouille, il faut les garder. Il faut garder ces petits murets. Bon, maintenant, quand vous descendez, vous pouvez retrouver des vestiges architecturaux. Hein. Alors ça commence là, ça se prolonge là, la muraille, un palais, un temple, etc. etc. Bon, vous entrez dans ces constructions, vous trouvez des objets. Alors là, comme je disais tout à l'heure, on n'y touche pas. On trouve quelque chose, on n'y touche pas. Un objet, une poterie, une tête de flèche, quelque chose, quelque important. Je ne parle pas de la comment dirais-je, du tesson banal qu'on passe au tamis tout à l'heure, mais quelque chose qui a une certaine importance. Et la première chose qu'on fait, photographier. Photographier in situ. Et quand on a photographié in situ, on peut prendre l'objet, puis l'étudier, etc. Alors si c'est un objet de quelque importance, évidemment, on le met à part, tout en précisant l'endroit où il a été trouvé. Toujours. Ça, c'est essentiel. Et c'est pourquoi, vous comprenez, il y a quelque chose qui est dramatique au niveau des fouilles archéologiques, c'est ce qu'on appelle les fouilles sauvages. Ça veut dire des gens, notamment, c'est souvent des Arabes, qui viennent justement de nuit fouiller un petit peu au hasard pour trouver des objets.
qui vendent ensuite à des touristes ou des choses comme ça. Vous avez un marché parallèle des antiquités qui se fait là-bas, de gens qui ont fouillé comme ça à droite ou à gauche, on ne sait même pas où d'ailleurs. Mais un objet archéologique qui n'a pas été situé, il n'a souvent aucune valeur. Aucune valeur. Ça peut être trouvé n'importe où. Et c'est pourquoi, par exemple, vous avez parfois des choses comme ça qui sont extrêmement difficiles. Par exemple, quand on a retrouvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques années de ça, on a retrouvé sur un marché d'antiquité comme ça, clandestin, une petite grenade en ivoire sur laquelle on était inscrit sainteté à l'Éternel, saint pour les prêtres. Bon, on n'a jamais réussi à savoir qui avait trouvé ça. Bien entendu, celui qui avait fait ça s'en est pas vanté, parce qu'il aurait été poursuivi par la justice. Donc on ne sait pas où ça a été trouvé, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été trouvé. Donc c'est un handicap terrible pour les archéologues qui ont fait avec ce qu'ils avaient, bien entendu. Bon, saint pour le temple de l'Éternel, ça date du premier temple, parce que ça a vraisemblablement, bon, c'était pour la Jérusalem, on ne sait même pas. Une des grenades qui se trouvait au bas de la robe du prêtre, ou bien un sceptre qui servait pour les rois, on ne sait pas trop exactement. Bon, on ne peut pas savoir, on ne peut pas. On ne sait pas où c'était trouvé, on ne sait pas dans quelles conditions c'était trouvé. Donc voilà, on est limité, on est limité. Et c'est pourquoi maintenant, de plus en plus, c'est extrêmement réglementé. Les chantiers de fouilles sont interdits aux profanes, etc. On surveille attentivement ceux qui voudraient faire des fouilles sauvages, parce qu'on peut massacrer, qu'on peut passer à côté comme ça de trésors archéologiques formidables, simplement parce qu'on est un profane, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas eu ce réflexe de laisser les choses in situ, de les photographier, de les répertorier, etc. Bon, ça c'est justement la méthode israélienne, cette histoire des carrés. Ça, c'est les Israéliens qui ont inventé ça. C'est ce qu'on appelle la méthode Aaroni. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?